Bonjour à toutes, bonjour à tous, Valentin Franc avec vous pour ce webinaire point de marché du mercredi 14 juin 2017. Alors bonjour à vous François, j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui des statistiques chinoises qui ont été publiées pendant la séance asiatique, le rebond des valeurs technologiques aux séances d'hier, à la séance européenne, à Wall Street, et enfin la prise de bénéfices qui pourrait y avoir sur le marché avant la Fed. Alors on commence tout de suite par l'avertissement égal sur le risque. Le trading avec effet de levier sur le forex comporte un risque élevé, ne peut convenir pour tous les investisseurs. Un effet de levier important peut aussi bien jouer en votre faveur qu'en votre défaveur. Avant de commencer à trader sur le forex, veuillez examiner attentivement vos objectifs d'investissement, votre niveau d'expérience ainsi que votre coût du risque. Le risque de perte en capital peut être supérieur au montant investi. Veuillez vous assurer de prendre connaissance des risques inhérents au trading sur le forex et consulter un conseiller financier si toutefois vous avez des doutes. Je rappelle également que toutes les informations contenues dans cette documentation ne sont en aucun cas des conseils d'investissement. Alors merci, bonjour à vous Brigitte. Petit point, comme vous avez l'habitude de voir le résumé de la science américaine. Alors globalement on a eu des indices dans le vert, le Nasdaq plus 0,73%, ce qui a été marqué par le rebond des valeurs technologiques. On a eu donc le crash entre guillemets qui avait eu lieu vendredi. Lundi c'était une journée également négative parce que la séance européenne et asiatique n'avait pas eu le temps de prendre des bénéfices sur les valeurs techno, donc ils se sont rattrapés pendant la journée de lundi, et mardi donc qui a été marqué par un retour de l'appétit pour risque, le Nasdaq qui est reparti à la hausse. Le DXY, les taux US qui ont reculé, et pendant la séance asiatique alors, on a eu du yen, du gold qui ont reculé, les indices également, surtout l'indice chinois, tout simplement parce que on a eu des statistiques assez mitigées, et en fait un indicateur qui est très surveillé par le marché, c'est l'investissement en Chine, et il y a un ralentissement qui dure depuis maintenant pas mal de temps et qui a été confirmé encore cette nuit. Ralentissement des investissements en Chine, donc ça veut dire quelque chose, ça veut dire que les investisseurs euh, n'ont plus aussi autant confiance que ce qu'ils avaient en la Chine il y a de là 5-10 années. Tout simplement parce que elle s'endette beaucoup, euh, elle devient également moins, comment dire, rentable un investisseur étranger qui cherche de la main-d'œuvre moins chère. Les prix en Chine augmentent, les salaires augmentent, et donc c'est tout à fait normal qu'il y ait moins d'investissements en Chine aujourd'hui que ce qu'il y en avait il y a 10 ans. Voilà, donc baisse des investissements en Chine. Néanmoins, on a les ventes au détail et l'indice de production industrielle qui est en augmentation, mais ça ne suffit pas, on le voit, pour permettre à l'indice chinois et globalement aux indices asiatiques de progresser. Parce que la Chine, ce n'est pas qu'un pays industriel, c'est également un des moteurs mondiaux. Donc si on a un ralentissement de la croissance chinoise, eh bien ça a un impact quand même, un impact sur la croissance mondiale. Alors que si, par exemple, on a, je sais pas, on va dire la Roumanie qui a une croissance moins bonne que prévu, au moment ça va pas avoir un impact conséquent ou même infime sur la croissance mondiale. Ça sera des décimales, ce sera quelque chose en décimale, alors une croissance chinoise qui est revue à la baisse, étant donné que c'est la deuxième puissance économique mondiale avec avec les États-Unis. Eh bien, dès qu'on a un ralentissement de la croissance chinoise ou américaine, eh bien, généralement, on a une diminution de la croissance mondiale. Voilà, donc forcément, les indices asiatiques ont reculé. Euh, pour aujourd'hui, honnêtement, ça ne donne pas vraiment d'indication sur ce qui va se passer dans la journée. Malgré le rebond des valeurs technologiques hier, je préférerais rester prudent. S'il y avait des valeurs que je devais prendre, que je devrais prendre, ce seraient des valeurs technologiques. Tout simplement parce que, bon, malgré le crash qu'il y a eu vendredi, on ne peut pas remettre en cause leur tendance haussière. Et ce secteur-là superforme Wall Street et tous les autres indices depuis maintenant plusieurs mois. Donc voilà,
personnellement, ce n'est pas parce que il y a eu ce crash que je suis sceptique sur les valeurs technologiques. Calendrier économique. Alors aujourd'hui, on en a beaucoup. Les principaux, les indices de prix à la consommation US, et enfin on a la Fed ce soir 20h, donc on a une probabilité d'une hausse des taux de 97%. Donc concrètement, la hausse des taux est déjà anticipée, pricée par le marché, donc c'est pas la hausse des taux que va attendre le marché, c'est le bilan de la Fed. Comment la Fed va réduire son bilan? Est-ce que d'ailleurs elle va en parler aujourd'hui? Si oui, sinon, eh bien le marché réagira. Également, avoir des indications sur le rythme des hausses des taux de la Fed. Est-ce qu'on aura 3 hausses des taux de la Fed cette année? Est-ce qu'on en aura 4? Voilà, c'est des indicateurs des indications que seront surveillées par le marché, étant donné qu'on a, comment dire, un ralentissement, même des indicateurs macroéconomiques qui ne progressent plus. Donc concrètement, si elle décide de ne pas diminuer, si elle décide de diminuer son bilan et qu'il y a des indicateurs macroéconomiques qui sont stables, concrètement, ça sera assez risqué de réduire le bilan alors que les indicateurs économiques ne progressent plus. Voilà, donc tous ces indicateurs-là seront attendus. En fait, si Janet Yellen est extrême et au quiche, vraiment très au quiche, eh bien, ça sera haussier pour dollar. Mais dans le cas où elle n'est pas clairement, qu'elle n'a pas une clairement très au quiche et qu'elle ne et voilà qu'elle commence à mettre en garde un petit peu le marché sur le ralentissement des indicateurs économiques, des réformes sociales et économiques aux États-Unis, etc., etc. Eh bien, ça serait baissier pour le dollar. En tout cas, ça serait interprété comme tel, à mon avis. Et du coup, ce serait baisse du dollar US comme on a eu le 15 mars. Et ça serait également la hausse du gold. Alors l'image bloque François. Alors là on est sur le calendrier économique, c'est tout à fait normal normalement. Donc ne vous inquiétez pas, je vais regarder quand même. Alors, ah oui d'accord, ok ça bloque. Merci, merci François, je ne sais pas pourquoi il y a ce petit bug. Alors, merci à vous. Donc vous voyez, hein, le calendrier économique qui est juste ici. Je reviens rapidement sur la séance américaine asiatique. Comme vous pouvez le voir, on a des indicateurs dans le vert dans la séance américaine, dans le rouge dans la séance asiatique à cause des mauvaises statistiques, enfin des statistiques chinoises plutôt mitigées. Maintenant, on va repasser sur le calendrier économique complet pour voir ce qu'il y a un petit peu ce matin. Je n'ai pas pu mettre le calendrier économique complet dans l'image précédente parce qu'il est assez grand. Donc vous voyez, l'investissement en immobilisation, donc concrètement c'est l'immobilier, hein, 8,6% compte 8,8% d'attendu et 8,9% du consensus. Donc c'est clairement une déception. La production industrielle augmente, 6,5. Enfin, elle n'augmente pas, elle augmente par rapport au consensus, mais elle est dans la lignée de la précédente publication. Donc voilà, on a ce matin des statistiques de Grande-Bretagne. Globalement, on va retrouver les revenus moyens, le taux de chômage. On a eu à 8 heures les indices de prix à la consommation allemand dans la lignée. 11 heures production industrielle européenne, enfin de la zone euro, attendue en léger repli. Et ensuite, on a les stocks de pétrole, les indices de prix à la consommation et la Fed. Voilà, alors on va passer sur le marché, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé sur les indices asiatiques, même si on sait qu'il y a eu un repli, il y a des 0, alors ils ont pas encore clôturé, hein. Le Hang Seng qui rebondit sur la moyenne mobile à 20 jours qui coïncide avec le support mensuel, le Shanghai Composite, on a une séance de baisse, Shanghai qui est directement impacté hein, par les statistiques chinoises, et le Nikkei, voilà, qui est repassé sous les 20 000, qui l'a testé ce matin, enfin cette nuit, mais qui a échoué. Donc on attendra la clôture concrètement hebdomadaire, mais comme on peut voir sur le RSI, on a un fort niveau de support là, donc on a potentiellement un rebond qui va avoir lieu demain, enfin dans la nuit de, oui demain, sur le Nikkei. Alors également, on a eu des statistiques NZD et AUD. AUD plutôt décevantes, confiance des consommateurs qui se replient. Et le NZD c'est pareil, solde des comptes. Bon, c'est des petites statistiques, hein, mais bon. Concrètement sur le NZD et l'AUD, la banque australienne et la banque néo-zélandaise, où ils en sont.
clairement l'inflation est bonne, la croissance également, le taux de chômage. C'est plutôt le secteur de l'immobilier qui peine pour la Banque d'Australie. Donc concrètement, c'est une stabilisation du marché immobilier parce qu'il varie beaucoup et d'une région à une autre, en fait d'une côte à une autre, ce n'est pas du tout les mêmes prix. Donc ils attendent clairement une homogénéité, j'ai envie de dire, du marché immobilier australien pour commencer à relever les taux directeurs. Donc globalement, ça peut être bientôt comme ça peut être dans 2 ans. Donc voilà. Alors, on va faire un tour des paires majeures. Ensuite, on regarde les bonnes opportunités qu'il y a, la devise forte du jour, la devise faible. À noter également, alors, je reviens sur NZD Yen parce que c'était un scénario d'hier. NZD Yen, on avait dit un prise de bénéfice de 79,69, 80. Je vous rappelle que vous pouvez vérifier en replay sur la chaîne YouTube d'EDFX France. Donc on l'a parfaitement atteint cette nuit, hein. Donc voilà, bravo pour ceux qui ont suivi. Le NZD de toute façon il est bullish, hein. Je vous rappelle, depuis le début d'année, il y a 3 devises qui sont bullish, 2 devises qui sont bearish et une devise plutôt neutre. Alors on a l'AUD qui est bullish, l'euro qui est bullish, le NZD qui est bullish. Ce qui est bearish, c'est l'USD, le CAD. Ce qui est plutôt neutre, c'est le yen. Voilà. Donc concrètement, on a là un panel. On peut voir un petit peu les paires de devises qu'on peut traiter sur du moyen terme. Par exemple, HAUD USD qui se vaut toujours aujourd'hui. Voilà, excellente transition sur les paires majeures. HAUD USD, hein, l'objectif, je vous rappelle, c'est 0,7584, 0,76. Alors on y va doucement, mais regardez l'AUD USD. On avait une div haussière, alors qui était. Alors non, on n'avait pas de div haussière, on avait un rebond pardon sur le 50 du RSI. Vous voyez, parfait rebond. Donc là, c'est parti. En intraday, l'objectif, c'est de revenir chercher le précédent plus haut. Donc concrètement, ce sera 0,75-65. Attention, à 20h à la fête, ce sera extrêmement spéculatif, volatile. Donc ce que je vous dis là, ce que je vous dis dans ce webinaire est valable jusqu'en fin d'après-midi de la séance américaine. Voilà. Mais ce n'est pas valable pour la fête, bien évidemment. GBP USD, alors il rebondit en intraday, le GBP qui est extrêmement fort. On a un rebond, on vient tester les 1,28. Alors, la zone de résistance, là on est sur un très bon niveau de résistance, hein, 1,2780, 1,28. Pour les acheteurs, à court terme, moi je prendrai mes bénéfices. Je ne sais pas si, honnêtement, une hausse de la livre sterling est justifiée. Ça me semble un peu illogique dans le sens que Theresa May a perdu des sièges, elle a perdu en leadership, elle doit trouver un parti pour s'unir. C'est quasiment fait, mais bon, c'est pas encore signé. Donc du coup, il va y avoir des concessions. Le hard Brexit n'est plus le scénario anticipé par le marché. Le Royaume-Uni qui donc devrait avoir une position moins favorable vis-à-vis du Royaume-Uni et donc ressortir probablement, en tout cas c'est, j'imagine un petit peu la réflexion du marché, la majorité du marché. Du coup, le Royaume-Uni qui devrait avoir comment dire, des négociations qui est en défaveur par rapport à quand Theresa May avait sa majorité au Parlement. Donc ça va être beaucoup plus dur pour faire un hard Brexit. Le scénario d'un hard Brexit est plutôt retenu sur la table en ce moment. Et donc un hard Brexit, vous le savez, c'est baissier pour la livre. Voilà, donc cette hausse, elle me semble un peu spéculative. Ce n'est pas que du dollar US, parce que le dollar US, si on regarde concrètement, voilà, il se stabilise. Il n'y a pas un gros chandelier baissier. On revient sur 96-89 qui est le niveau de support de long terme, qui est le niveau de préélection du DXY de Donald Trump. Donc le rebond du GBP-USD, vous le regarderez, mais si on regarde l'euro GBP, on a également un chandelier baissier. Là, on arrive sur un très bon niveau de support. Les 50%, c'est l'idéal. C'est celui que j'attendais, 0,8765. J'aimerais l'acheter. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi je ne vais pas l'acheter maintenant. Déjà parce que j'attends un signal de rebond, c'est-à-dire on a fait le pullback. Maintenant, j'attends le rebond, c'est-à-dire une dive haussière ou oui, tout simplement une dive haussière sur le RSI. Et voilà, on achète l'euro GBP. L'euro GBP en year to date, c'est-à-dire sur une année, il fait plus 3,22%, ce qui est pas si mal, hein. Honnêtement, pour une perte de devise, 3,22, je vous rappelle, c'est pas mal du tout. L'année dernière, c'était moins 16%, étant donné qu'il y avait eu le Brexit. Mais voilà, 3,22%, c'est considéré quand même comme
volatile hein, sur une paire de devises. Donc l'euro GBP, honnêtement, j'attends un rebond, une divergence accompagnée d'une divergence haussière. Et dans ce cas-là, on pourra acheter, on mettra le stop sous ce précédent plus bas et on ira chercher. Alors, les perspectives, hein, on va y chercher les 61,8 et ensuite 0,90 à terme. Voilà. L'euro de toute façon est beaucoup plus fort que la livre ces derniers temps, même depuis le début de l'année. La livre qui est clairement neutre, pas vraiment de tendance sur le GBP depuis le début de l'année. Alors on peut regarder le pound XY peut-être. Alors non, c'est pas le pound, c'est... Alors si, peut-être. Non. Chez XY. Non. LXY. Il me semble que c'est PXY. Alors. Alors, il me semblait que c'était pound. Ah non, British XY. C'est celui-là. Alors si on regarde sur une année. Voilà, il a pas 4,19%, c'est pas mal. On peut pas comparer le pourcentage d'un index comme cela, comme l'euro GBP ou le GBP USD. Hein. C'est pas comparable, parce que c'est pas la même, on va dire, volatilité. Donc forcément, faut comparer ce qui est comparable. Mais quand on regarde par rapport à l'année dernière, donc l'année dernière, on avait une baisse de... Voilà, on avait une baisse de 16,21% sur le pound, et là on a un rebond de 4%. Donc globalement, c'est pas vraiment une tendance haussière, hein, c'est un petit rebond, mais rien d'important. Si on regarde le XY en year to date, il fait du quasiment 8%, hein, donc c'est le double. Voilà, donc le pound, concrètement, il n'a pas vraiment d'indice, il avait été haussier depuis le début du mois de mars parce que le leadership de Theresa May s'était vu renforcé. Mais voilà, honnêtement, j'ai du mal à payer la livre avec ce qu'il se passe ces derniers temps. Donc pour revenir sur l'euro GBP, on attend un rebond accompagné d'une divergence haussière sur le RSI et on ira chercher les précédents plus hauts à 0,90. Voilà. On continue l'euro-dollar. Alors l'euro-dollar, pour vous donner une petite indication en intraday, l'euro n'a pas de tendance, au contraire il est baissier. Les devises baissières aujourd'hui sont l'euro, l'USD. Les devises haussières sont l'AUD, le NZD et le GBP. Voilà, donc le GBP, je vous l'ai dit, moi ça me fait, j'ai un peu de mal à payer le GBP, donc je préfère m'orienter sur l'AUD USD qui sur du court, moyen, long terme est haussier. Je préfère m'orienter sur du NZD USD qui sur du court, moyen, bientôt long terme est haussier. NZD Yen, AUD Yen, l'euro pas aujourd'hui parce que comme je vous l'ai dit il est baissier, mais à moyen terme ça reste une très bonne paire, une très bonne devise à acheter. Voilà, mais l'euro dollar, on a rebondi sur le support mensuel, donc le 9 juin dernier à 1,1167. C'était un support mensuel que je n'ai pas tracé à ce moment-là, mais que j'avais tracé auparavant. Donc vous pouvez voir que les niveaux mensuels sont vraiment très bien respectés. On a un scénario similaire aujourd'hui, une configuration du RSI et du cours qui est similaire à ce qu'on avait le début du mois de mars, du mois de mai, pardon. Donc on avait une divergence baissière qui n'est pas validée. On a eu un rebond sur la moyenne mobile à 20 jours, rebond du RSI près de 50, et on est reparti en tendance haussière. Ici, on a une divergence baissière, le cours qui va chercher la moyenne mobile à 20 jours, peut-être qu'il va prendre son impulsion, et peut-être que le RSI va s'orienter à la hausse. Deuxième chose, le 15 mars dernier, hausse des taux de la Fed, chandelier haussier. Voilà, donc ça me fait deux indications comportementales du marché que j'attends vraiment de revoir sur l'euro-dollar, peut-être ce soir ou dans les prochaines séances. Voilà, en tout cas, le marché attend la Fed, ça on peut le constater, regardez les doji, on a 1, 2, 3, quasiment 4 séances consécutives de doji, donc voilà, c'est l'indécision du marché. On peut pas interpréter cela autrement. On regarde l'USD Yen. Alors l'USD Yen, pareil, doji. Moi j'ai pas vraiment de sentiment sur l'USD Yen. Honnêtement le dollar US, je ne pense pas qu'il sera haussier
après cette post-Fed. Dans le meilleur des cas, il sera neutre, selon moi. Après, c'est spéculatif, honnêtement, des annonces économiques, les traders, c'est un petit peu du loto, c'est pile ou face, donc voilà, mais je vous dis mon avis. Neutre, dans le meilleur des cas, baissier, donc pour moi, l'USD-Yen devrait être sous pression. Donc les niveaux de support à aller chercher dans un premier temps, c'est 110 et ensuite c'est 109,60. On continue, donc la USD rapidement. La USD, on vient chercher les 0,76. NZD USD, alors on arrive sur une zone de résistance importante, 0,71, 0,72. Le NZD USD qui continue sa hausse. Alors, on a quelque chose d'intéressant, c'est le sentiment d'IG, qui est assez vraiment puissant. Donc le sentiment, hein, l'eurodoll, le signal aussi avait été donné le 18 avril dernier et depuis voilà, il est haussier, ça fait plus de 600 pips de hausse sur l'eurodoll. En fait, ça marche assez bien sur les tendances fortes. Donc l'USD Yen c'est pareil, on a des baissiers depuis le 17 mai, quand le cours est à 113,63, donc ça fait 360 pips environ de gain. L'USD CAD baissier depuis le 29 janvier. Alors 29 janvier, il était à 1,31. Aujourd'hui, je ne sais plus on est à combien. Bon, on verra ça après. Bref, AUD-USD, pareil. On a un beau chandelier haussier. Enfin, une belle tendance haussière. NZD-USD, haussier depuis le 24 mai, quand le cours était à 0,70. On est aujourd'hui à 0,72, donc ça fait plus de 200 pips de gain. Voilà. Et regardez, le nombre de traders longs est quasiment 5% plus élevé qu'hier. Donc, c'est négatif pour du court terme. Et 9% et quasiment 3% plus faible que la semaine dernière. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'il y a moins d'acheteurs aujourd'hui que ce qu'il y avait il y a une semaine. Alors personnellement, moi, je ne fais pas vraiment attention sur le nombre de positions qu'il y avait par rapport à hier. Parce qu'il suffit qu'il y avait une annonce économique et forcément ça fait bouger des stops, ça fait sauter des stops. Les traders qui tradent à court terme, bien, ils prennent des positions et donc voilà, ça influence sur du court terme. Mais à moyen terme, on regarde, le nombre de positions acheteuses a encore diminué. Donc, concrètement, sur du moyen terme, ça me donne encore un sentiment haussier pour le NZD-USD. Voilà, donc on fera un webinaire éducatif là-dessus. Vous pouvez avoir accès à cette page-là en vous inscrivant sur DailyFX+. Vous voyez, vous inscrivez ici. Et vous aurez accès au sentiment d'IG. Bref, NZD-USD, hausse jusqu'à 0,11311 d'un point de vue macro, d'un point de vue technique, d'un point de vue du sentiment, c'est haussier, on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, à 50 jours, le RSI qui n'affiche pas de divergence baissière, en tout cas je n'en constate pas, à part peut-être sur le RSI mais qui n'est pas encore confirmé. Donc honnêtement, tant qu'il n'y a pas de confirmation, on peut continuer à acheter le NZD USD. Alors on a fait le tour des paires majeures à part l'USD CAD, alors baissier, alors, le sentiment il était comment? Voilà, baissier. Baissier depuis le 29 janvier, quand le cours était à 1,3128, il est à 1,32, donc bon, pas un sentiment très perspicace pour cette USD CAD. Là, on a vu un très bon niveau de support. Pourquoi il est baissier l'USD CAD? Alors, on a l'USD déjà qui est baissier, le CAD qui rebondit depuis le début de la semaine, bon, malgré la baisse d'hier, étant donné que je vous rappelle, le département de l'énergie américain a hier annoncé qu'il allait avoir un restockage massif des stocks de pétrole cette semaine. Donc normalement, ça devrait être négatif pour le pétrole aujourd'hui. Voilà, c'est une petite indication, une petite information gratuite que vous pouvez bénéficier. Voilà, donc l'USD CAD, concrètement, il est sous pression. Néanmoins, d'un point de vue technique, hein, on teste ce bas du canal qui est en place depuis un an maintenant. Donc ça me semble assez excessif de vendre l'USD CAD en dessous de ce niveau de prix là. Néanmoins, si ça devait se faire, alors je vais continuer à tracer mes niveaux de support résistance mensuelle, puisque comme vous pouvez constater, le SC4 a beaucoup évolué depuis mes derniers niveaux. Alors, on va cette moyenne. Alors, on va même les retracer pour faire ça proprement, pour que vous voyez un petit peu comment je le fais.
Alors, voilà, on va pas aller plus loin, sinon on va avoir un graphique illisible. Donc en cas de cassure, la prochaine résistance sera 1,3123 $. Voilà. Cassure bien évidemment hebdomadaire, parce qu'une cassure daily sur un canal qui a duré un an, plus d'un an, bon, ça n'a pas vraiment de signification. Voilà, donc si il y a une clôture qu'on doit faire attention, ce sera la clôture hebdomadaire. S'il y a une clôture hebdomadaire, alors on pourra pourquoi pas envisager de vendre le cours de l'USD CAD. Voilà. On passe donc sur les paires mineures selon moi intéressantes. Donc on a l'AUD, NZD qui sont intéressantes en intraday. Donc on va pas chercher à vendre l'USD, je pense c'est assez risqué. Enfin, c'est spéculatif en intraday. Étant donné qu'on a la Fed, le marché risque d'être volatile, on a des indices de prêt à consommation. Euh, Cet après-midi, voilà, au niveau des États-Unis, donc ça peut être assez volatile. Mais bon, AUD-USD, vous connaissez mon objectif, 0,76. NZD-USD, vous connaissez mon objectif, je viens de vous le dire, 0,73, 11. On peut regarder la UD Yen. Alors la UD Yen, direction 83,46. À court terme, malgré que le yen soit assez fort ces derniers temps, la UD est dessus. Et donc, on peut anticiper les 83,46, voire même 85. Hein. Honnêtement, ça se joue. Euh, Surtout que le yen n'a pas une destinée, on va dire à moyen terme, à la baisse. Hein. Donc, voilà. AUD Yen, là on est vraiment sur un bon prix d'achat pour chercher les 85. NZD Yen, pareil. 81, prochain objectif 81,029. Donc NZD Yen, c'était le scénario d'hier, hein, je vous le rappelle. Donc maintenant, au-dessus des 80, si on a une cassure, on ira chercher les 81, voire 82. Voilà. L'euro, comme je vous l'ai dit, ça me semble assez compliqué en intraday, donc je ne préfère pas vous orienter vers de l'euro, vers l'achat de l'euro. À moyen terme, il est sur un bon niveau, enfin je pense qu'il est sur un très bon niveau de prix. Après, bon, il suffit que la Fed soit assez hawkish aujourd'hui et on a les flux d'Europe qui vont aller aux États-Unis. Regardez un graphique extrêmement simple, le DXY, le XY, donc l'euro index, et on le compare avec le DXY. Vous allez voir un petit peu comment les flux réagissent entre, enfin comment les investisseurs réagissent tout simplement. Alors en vert nous avons le DXY, en bleu nous avons le XY. On peut voir qu'il y a une corrélation totalement négative, alors que c'est pas historique, mais voilà, dès qu'on a une baisse de l'euro, on a une hausse du dollar US. Donc voilà, il suffit concrètement enfin avec la Fed, que vous tradez l'euro, que vous soyez positionné sur l'euro ou le dollar, ça aura le même impact parce que le dollar, le cash qui sera mis, qui sera réorienté aux États-Unis ou qui sera ressorti des États-Unis, ira en Europe. Voilà, viendra ou ira en Europe. Donc si on a une baisse du dollar, l'euro va augmenter ce soir. Si on a alors oui, si on a une hausse du dollar, l'euro baisse, et si on a une baisse du dollar, l'euro augmente. Voilà, donc que vous soyez exposé sur l'euro ou le dollar ce soir, ce sera globalement la même exposition, comme on peut le voir sur ce graphique-là. Donc, voilà, conclusion, les flux, comme vous pouvez le voir, c'est euro-dollar. C'est voilà, les flux qui sont sur l'euro vont sur le dollar à un moment, ensuite ça repart sur l'euro, etc., etc. On passe sur les indices. Alors,
Wall Street qui était haussier hier, les indices asiatiques plutôt mitigés en raison de des indicateurs économiques. Donc là, on a une ouverture à la hausse, c'est bien, 5300. On arrive, je pense, sur une zone de prise de bénéfices de court terme. Néanmoins, voilà, pour les plus optimistes, 5316. À noter également, bonne nouvelle, le sentiment vient de donner un signal de hausse juste hier. Donc hier en fin d'après-midi, signal haussier du sentiment. Donc potentiellement, voilà, on peut avoir une belle tendance haussière sur le CAC. Néanmoins, regardez le sentiment, il est un petit peu moins, comment dire, propre, j'ai envie de dire, sur le CAC que sur le DAX, qui est le DAX. Wall Street, hein, pour rappel, il est haussier depuis le 29 juin 2016. Hein. Il a pris depuis le signal du sentiment, le Dow Jones, qui est Wall Street sur le sentiment, a pris 3600 points. Alors le DAX, regardez, c'est un petit peu plus propre. Il est haussier depuis le 25 mai. Non, même avant. C'est à ce croisement-là. Donc c'était un petit peu avant mai. C'était après les élections présidentielles françaises. Bon, de toute façon, 12 645. Haussier depuis 12 645. Le DAX qui est à 12 821. Donc voilà, il y a dans tous les cas quand même une belle hausse. Mais alors là, il était à 12 000. Vous voyez, c'était ici. Croisement des lignes. Donc c'était à 12 000, 12 100 on va dire. On est à 12 800, donc il y a 700 points de hausse depuis. Donc voilà, le signal qui continue d'être haussier. Je vous l'avais dit depuis le début de la semaine. Le signal du sentiment qui divergeait entre le CAC et le DAX. En tout cas, c'est dans mes articles. Je l'ai écrit depuis le début de la semaine, donc on pouvait pas l'exploiter. Mais maintenant que le sentiment du CAC a changé hier après-midi, on peut se réorienter à la hausse, je pense, sur les indices européens. Donc le DAX, on vient chercher les 12 876. Le CAC, à terme, hein, je vous rappelle l'objectif, de toute façon, je ne change pas mon sentiment de moyen terme qui est clairement haussier sur les indices européens. Donc, mon sentiment haussier à moyen long terme, il faudrait être patient, ce serait les 5400 points. Voilà, en intraday, je pense que 5318 sera une zone de prise de bénéfice. Et pour l'Eurostox, alors il n'y a pas le sentiment Eurostox, mais bon, si on a un CAC qui est haussier, un DAX qui est haussier, on a globalement 80-85% de l'Eurostock qui est haussier, donc forcément il sera boule en direction des 3600 points. 3600 qui est une zone de résistance majeure avant les 3650. On passe sur les matières premières, alors le gold. Moi j'ai un sentiment haussier hein, sur le gold, pas le sentiment, malheureusement. Je fais de plus en plus attention au sentiment, tout simplement parce qu'il est assez fiable. Honnêtement, j'ai remarqué ces dernières séances, j'ai fait pas mal pas de recherches, hein, mais j'ai regardé un petit peu les signaux historiques du sentiment, et je vous avoue que bon, je vais faire beaucoup plus attention, parce qu'il donne vraiment des signaux perspicaces. Alors, divergence haussière sur du H4, validé car cassure de 50 du RSI. Alors, le 15 mars dernier, la dernière hausse des taux de la Fed, le gold a littéralement été haussier. Regardez un petit peu. 15 mars, alors voilà, c'était ici. 15 mars, le gold qui a pris en une heure 18 $. Voilà, donc il y en avait quand même un bon niveau. Ce que je vais vous dire là, c'est extrêmement spéculatif, mais bon. Moi, je suis dedans, personnellement. Après, ça regarde que moi. C'est la pure analyse technique et c'est extrêmement spéculatif. Donc, je ne peux pas vous, voilà, c'est vraiment, il n'y a aucun, comment dire, aucun bénéfice si le scénario est gagnant. Divergence haussière du RSI, zone de pivot, la zone jaune, hein, comme vous pouvez voir, c'est une zone où le cours a l'habitude d'être rejeté ou rebondir dessus. On est également à 38,2% retraitement de Fibonacci. On est également à un support mensuel. On a une divergence qui est validée en H1. H4, pas encore. Vous voyez qu'on a eu un rejet. Mais si on a la confirmation en H4, concrètement, c'est bullish, je pense. Jusqu'à 1292, malgré le fait que le sentiment soit baissier sur le gold, il me semble. On va vérifier ça. Spot silver, alors gold, voilà. Voilà, il est baissier.
qui est baissier. Voilà. Mais on peut voir quand même sur le gold, moi j'ai remarqué que les signaux du gold, mais ils sont pas forcément hein, très explicites, parce qu'il est baissier depuis. Alors, il n'y a pas de signe. En fait, il n'y a pas de signaux sur le gold actuellement. Alors on va vérifier ça. Gold acide baissier. Voilà, il est baissier. Bon, bah, écoutez. En tout cas, il semble que les croisements, il y a beaucoup plus d'acheteurs. Donc à mon avis, il est baissier depuis maintenant pas mal de temps. En tout cas, avant décembre 2016, comme on peut le voir. Donc, et puis depuis décembre 2016, il est haussier. Donc voilà, le sentiment, c'est un bon indicateur. Après, faut pas y aller tête, enfin, ça reste un indicateur. C'est pas une boule de il y a pas une boule de cristal. Donc, faut faire attention sur quels actifs. Moi, je dirais que sur les indices et sur les paires de devises, il est plutôt assez efficace. Sur le gold, moi, j'ai remarqué que je vais m'abstenir. Après, sur le pétrole, honnêtement, il est quand même assez bon. Si on regarde ici, il est quand même vraiment très bon. Donc, mis à part le gold et donc le silver, moi, je respecterai le sentiment. En tout cas, c'est ce que je fais, personnellement. Après, ça me regarde. Voilà. Donc voilà, le gold, honnêtement, en perspective de hausse jusqu'à 1276, 1284, puis 1292. Voilà, vous avez mon sentiment qui diverge avec celui de l'indicateur sentiment. Le pétrole, écoutez, moi je suis plutôt baissier étant donné que le département de l'énergie hier a annoncé qu'il allait y avoir un restockage de pétrole. Donc voilà, personnellement, ça m'invite à être prudent. C'est pas pour autant que je vais shorter. On est sur un bon niveau de support, comme vous le savez, comme je le cesse de le répéter. Par contre, il y a un rebond sur, honnêtement, moi j'attends 43 $. Je ne dis pas que le cours va aller jusqu'à 43, mais s'il est à 43, je pense que l'OPEP réagira à ce niveau de prix-là. Donc cette zone-là, 45-43 $, j'y fais très attention. Je ne suis pas vendeur dans cette zone-là, mais si le cours arrive à 43, bah, je pense honnêtement que ce sera une bonne opportunité d'achat. Voilà. Donc, euh, donc voilà, pour le moment je m'abstiens. À court terme, ça me semble. Voilà, gars, regardez en H4, c'est des doji. En D1, là, des doji pareil. Donc honnêtement, trader des doji, ça donne pas vraiment d'indication. J'aimerais voir une jambe de hausse comme ce qu'on avait ici ou ici. Vous voyez, deux beaux chandeliers haussiers. Dans ce cas-là, on pourra viser des 47,80, voire 49, voire 50. Mais pour le moment, il n'y a pas vraiment de choses à faire hein, sur le pétrole. En tout cas, selon mon point de vue. NZD Yen, objectif Val. Alors moi, mon objectif NZD Yen hier, c'était 79. Alors c'était cette zone-là. C'était une résistance mensuelle. 79,694. Première prise de bénéfice du marché. Ensuite, ça sera 80. À moyen long terme, moi j'ai le sentiment que le dollar néerlandais soit haussier, le yen pas du tout. Enfin pas du tout. En tout cas, il n'est pas haussier. Dans le meilleur des cas, il est neutre. On regarde le JXY depuis le début de l'année. Il rebondit, voilà, 6%, mais 6%, alors, attention, hein, 6% sur le yen, c'est pas 6% sur l'euro ou 6% sur le livre. Hein. Donc attention, euh, voilà, faut comparer ce qui est comparable, mais il est haussier, il y a un rebond, mais ça reste une devise qu'on va shorter parce que d'un point de vue macro, c'est la devise qui a la moins bonne situation macroéconomique. C'est-à-dire que l'inflation core, c'est-à-dire l'inflation sous-jacente sans prendre en compte le pétrole et l'alimentation, est à 0,2%. L'Europe, la zone euro, enfin toutes les zones économiques sont bien au-dessus. Ils sont au-dessus des 1%. Donc d'un point de vue macroéconomique, le yen est baissier. Donc je ne vais pas chercher à l'acheter. Voilà, il est baissier en ce moment parce qu'on a un sentiment, c'est une devise refuge, comme vous le savez tous. Donc voilà. D'ailleurs, si on compare, on peut s'amuser un petit peu à comparer le yen avec le gold. Je pense qu'on peut trouver un truc, quelque chose d'assez. Regardez comment c'est assez intéressant. Voilà, gold en barre, voilà, en jaune, et le yen en chandelier japonais. Moi, je vous laisse prendre part, j'ai pas besoin de commenter ce graphique, je pense qu'il est assez explicite. Voilà, les valeurs refuges qui sont présents, ou en tout cas de diversification, et qui donc dirigent le yen vers le haut.
Maintenant, si on veut shorter une devise, laquelle va-t-on shorter? Est-ce qu'on va shorter le dollar US? Est-ce qu'on va shorter le CAD? Parce que c'est deux autres devises qu'on peut shorter, qui sont, on va dire, shortables, dans le sens que depuis le début de l'année, ils font pas des bonnes performances, donc voilà. Donc à part l'USD, où on a fait ce soir, le CAD, le pétrole qui est sur un niveau de support. La dernière devise à shorter, c'est le yen. Donc voilà. Enfin, la troisième paire à shorter, pardon, c'est le yen. Donc personnellement, je préfère acheter le NZD yen. Moyen terme, NZD USD, c'est totalement justifié. AUD USD, c'est totalement justifié. Mais voilà, sur du court, moyen et long terme, NZD yen, je pense que c'est assez intéressant. Voilà, écoutez, merci à vous pour votre attention, pour votre fidélité. On se retrouve sur dailyfx.fr pour les analyses. Je vous rappelle que je donne des scénarios dans mes analyses dailyfx, donc voilà, n'hésitez pas à y prendre part, à prendre connaissance de celle-ci. Sinon, on se retrouve demain à la même heure pour un débriefing de ce qui s'est passé à la Fed. Et voilà, écoutez, excellente journée à vous. Attention à votre exposition sur l'euro et sur le dollar comme on a vu. Et excellente journée.